en direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on se retrouve pour une conférence exceptionnelle organisée par l'île Mode. Dans un moment d'urgence, de guerre que traverse l'État d'Israël et l'ensemble du peuple juif, l'île Mode, fidèle à sa mission de transmission et d'accompagnement, on a voulu aujourd'hui vous offrir une session de renforcement à travers un outil concret qui est validé et approuvé, qui s'appelle l'outil du protocole 6C. Et c'est pour nous un grand honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Emmanuel Aliwa. Tu es spécialiste en psychotraumatisme, représentante officielle du protocole 6C qui a été mis en place par le ministère israélien de la Santé. Et tu as fait des dizaines de formations en français pour les francophones en France et en Israël. Et donc, nous te remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et d'être disponible. Tu es actuellement à Tel Aviv, même si tu habites en France. Cette rencontre s'intitule Conseils pratiques de l'impuissance à l'efficacité et elle vise à nous donner des moyens personnels au niveau personnel et collectif pour traverser justement cette tempête avec lucidité, confiance et responsabilité. Voilà, merci d'être tous présents. N'hésitez surtout pas à poser vos questions à vous sur le chat, après également avec votre micro, parce que le but c'est d'avoir un échange et d'être à votre écoute et surtout d'avoir le docteur Aliwa qui pourra nous donner des outils concrets. Merci Emmanuel, et comme ça a déjà été demandé, je t'ai présenté rapidement, mais j'imagine que tu vas euh, te présenter. C'est à toi la parole. Parfait, Merci beaucoup. parfait. Bonjour, merci Johan pour ta confiance et d'avoir organisé tout cela très rapidement. Effectivement, que ce soit le 7 octobre ou que ce soit aujourd'hui, mon équipe et moi-même, nous organisons toujours pour venir et faire face et être à l'endroit où on estime qu'on doit être. Et ça me semble le bon endroit. C'est pas une formation. Tenez en compte. Je pense que nous sommes tous fatigués, donc probablement que moi aussi je vais chercher mes mots. Profitez-en pour poser toutes les questions parce que je ne vais pas faire une conférence qui serait celle que je fais traditionnellement et qui finit par des cas pratiques et des exercices, mais je vais plutôt, avec Johan, on a plutôt décidé de faire le contraire. Je vais vous présenter en 10 minutes ce que c'est que le protocole national israélien et ensuite vous allez m'interpeller de façon à ce que je vous donne des éléments de réponse avec la posture 6C. Qu'est-ce que le protocole national israélien recommande de faire? Ce protocole-là, je l'enseigne depuis 4 années. J'en suis la représentante officielle et exclusive sur les pays francophones, les pays arabes. Elle est née au sein de Tsahal, au départ pour déchoquer le soldat en zone de combat, qui n'était pas blessé, mais qui, après avoir vu une scène traumatogène, un ami prendre une balle, une situation qui, en tout cas, lui fait perdre ses moyens et ne lui permet plus d'être opérationnel, et bien de redevenir efficace et opérationnel pour poursuivre sa mission en 90 secondes, ce qui est vraiment exceptionnel à l'instar de toutes les, de toutes les innovations que les Israéliens font et qui visent toujours à être extrêmement pragmatiques. Donc, le protocole 6C, en Israël, vous le connaissez sous le nom de Maasé. Et je vais vous montrer ce que c'est en partageant avec vous une vidéo, puisque depuis le 7 octobre et même avant, le ministère de la Santé vous le passe en boucle sous les kikars ou à la télé. Et probablement que ça va commencer à vous évoquer quelque chose lorsque je vais diffuser la vidéo. Alors, je vais partager le document. On entend bien. האזעקה. למשל, במקרה של מתקפת טילים, זה עלול לגרום לכל אחד מאיתנו לתחושת בהלה ולחץ. לגיטימי. איך נוכל לעזור למי שנקלע למצוקה רגשית? לא משנה אם מדובר בילד או קשיש, בגדול, המטרה היא להפחית את חוסר האונים ולעודד לפעילות. התשדיר הזה ייתן לכם כמה כלים. זה פשוט, רק 4 פעולות. סליחה, אדוני. קודם כל, להרגיע אותו, ולתת לו תחושה שהוא לא לבד, להגיד לו את זה. אתה לא לבד. אני איתך, אני לא עוזבת אותך. ואז לשאול שאלות מעוררות, שאלות שמעודדות את הנפגע לחשוב, לא שאלות של כן ולא. מי היה איתך? אף אחד. לאן רצית להגיע? הביתה. היכן אתה גר? פה, בקצה הרחוב.
בשלב השלישי, למנוע תחושת חוסר אונים ולאפשר לו לבחור פעולה. אתה רוצה שנאסוף את החפצים או שאתה רוצה להתקשר למישהו? אני מעדיף לאסוף את החפצים. לסיום, לספר לו בפשטות מה קרה, לסכם את המצב ואת סדר האירועים. הייתה אזעקה, עכשיו הכל רגוע. אתה יכול להמשיך, או שאתה יכול לחזור הביתה. תודה. זכרו, לעורר לחשיבה ולעשייה ב4 פעולות. להרגיע, לשאול, להפעיל, לסכם את המצב. די פשוט. זוכרים, עוזרים. Super. Johan? D'accord. Bon, alors, j'essaie de partager avec vous parce qu'évidemment, je me suis préparée très rapidement, donc je partage le document sur les points qui sont essentiels pour vous maintenant, sachant que je ne vais pas m'éterniser sur la neuropsychologie. Le protocole que vous avez en Israël, qui est celui du ministère de l'Éducation, de la police, etc., qui est né au sein de Tzahal, est un protocole qu'on dit d'activation cognitive et fonctionnelle. Ça veut dire quoi, très simplement, puisque je pense que je suis essentiellement avec des noms scientifiques, c'est un protocole qui va agir lorsqu'une partie de votre cerveau est dans un état d'hyperactivité tellement important qu'il ne vous permet plus de faire des choses qui vous permettent d'être en sécurité, qui vous permettent de réguler vos émotions, qui vous permettent d'être à l'abri, qui vous permettent d'obéir aux consignes de sécurité, bref, d'être efficace alors que votre vie est menacée. Et ce niveau d'anxiété, qui est normal, hein, puisque il est légitime, lorsqu'il a un certain seuil, il est normal. Et une régulation se fait automatiquement, puisque nous avons cette capacité à réguler notre stress. Ce pourquoi le protocole 6 a été fait, c'est lorsque vous perdez cette capacité à réguler votre stress à cause d'une menace de mort. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est confronté en Israël évidemment à ce cas de figure qu'on a déjà connu après le 7 octobre, sauf qu'aujourd'hui, je crois pouvoir dire que pour la première fois, il me semble, hein, pour venir souvent lorsqu'on est en guerre, pour la première fois, il me semble, on a conscience, en voyant les bâtiments éventrés au cœur de nos villes, en voyant que des hôpitaux peuvent être la cible des missiles balistiques et que l'Iran utilise des missiles balistiques qui sont aussi des nouveaux missiles qui visent véritablement à détruire et à tuer. Il me semble, en tout cas, ce que j'ai observé, c'est mon expérience, et vous me direz si vous êtes d'accord, que pour la première fois, les Israéliens se rendent compte, enfin pour la seconde fois malheureusement depuis le 7 octobre, les Israéliens se rendent compte que on n'est pas totalement à l'abri, qu'effectivement un Mamad, ça protège, mais pas des missiles, qu'un Mamad a aussi ses limites, que le dôme de fer, lorsque les Iraniens saturent, a aussi ses limites, et que toutes ces croyances qu'on avait, eh ben, elles sont sacrément secouées par les impacts de ce qu'on peut vivre. Donc, de façon très normale et légitime, nous avons un niveau d'anxiété qui a explosé, même si on fait appel à nos ressources et qu'on essaye tous de faire face. Mais moi, je suis là avec vous aujourd'hui, je prends ce temps-là pour faire, essayer de vous être utile dans les situations où bah, vous ne trouvez pas les ressources pour faire face de façon efficace face à votre anxiété. C'est pour ça que j'ai besoin de vos questions pragmatiques, concrètes, pour vous répondre, puisque évidemment la formation, elle prend 2 jours et que je n'ai pas ces 2 jours-là à consacrer, et surtout qu'elle ne se fait pas en distance. Posez-moi vos questions et je vais vous dire comment le protocole recommande d'agir. La personne que je vous montre là, c'est c'est le professeur Farki. Il est l'auteur du protocole. Il est maître de conférence à l'université de Tel Chai. Il était lieutenant officier en santé mentale au sein de Tsahal et c'est à lui qu'on doit le protocole 6C. Maintenant, il est en charge au sein du gouvernement depuis de nombreuses années de toutes les cellules d'urgence médico-psychologique et il a formé United Hatzalah, etc., pour la prise en charge psy. Quand vous êtes en situation de stress aigu, 2 parties de votre cerveau, de notre cerveau, est particulièrement actif. Ce qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, évidemment pas celle qu'on a dans la gorge, mais l'amygdale cérébrale dans le cerveau est une structure qui est responsable de notre survie et de nos émotions. Hein, quand on dit je t'aime, par exemple, c'est dans le cerveau, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Et responsable de la survie de l'espèce. Donc, c'est ce qui se déclenche immédiatement lorsqu'on sent qu'il y a une menace de mort. Et après seulement,
notre cortex préfrontal, pour faire simple, notre intelligence prend le relais, analyse la situation et détermine si effectivement on est en capacité de traiter ou pas cette situation-là et comment il faut réagir de façon efficace. L'amygdale, c'est ce qui se déclenche quand on entend tous les missiles arriver et en particulier cogner fort juste à côté de chez nous au point de faire trembler nos vitres, d'accord? Et ça, vous le ressentez parfaitement parce que vous avez des réactions physiologiques dans le corps et psychologiques. Et votre cortex préfrontal, c'est celui qui se régule en vous expliquant à vous-même que il y a le mamad, que vous serez protégé des projections, que vous n'êtes pas seul, que les soldats en charge du dôme de fer font leur job, que Israël est expérimenté, etc. Bref, votre logique, évidemment, l'amygdale a un temps de réaction très rapide, le cortex préfrontal a un temps de réaction très fort. Et ce qui se passe quand on est en situation d'urgence, de grande peur, hein, quand je parle de peur, c'est de menaces de mort, hein, comme celle qu'on vit actuellement, ce qui se passe, c'est que l'activité de notre amygdale, le centre des émotions et de la survie, devient tellement élevée qu'elle peut à un moment donné éteindre l'activité de notre cortex préfrontal, ce qu'on voit très bien à l'imagerie cérébrale. Et donc, effectivement, je perds mes moyens et je ne suis plus en capacité de réagir efficacement ou d'être opérationnel pour un primo-intervenant, un secouriste, un militaire. Et c'est ça que le protocole 6C, pourquoi 6C? Parce qu'il y a 6 étapes, c'est cela que le protocole va venir réactiver, rallumer, un peu comme quand vous mettez votre chargeur de téléphone dans la prise pour recharger votre téléphone. Eh bien, c'est ce que en quelques minutes, les 6 étapes du protocole 6C vont réenclencher de façon à ce que vous redeveniez fonctionnel et à ce que vous basculiez en quelques minutes d'un état d'impuissance plus, hein, qui est légitime, à un retour à un fonctionnement normal. Et si on pousse la logique plus loin, le protocole a été fait, puisqu'au départ il a été fait pour les primo-intervenants, les soldats, les policiers, etc. La logique du protocole en termes de résilience, c'est de vous faire basculer de je suis une victime, je suis un survivant, à je vais aller aider mes voisins parce que je maîtrise la méthode. Ou je vais aller aider les gens qui sont avec moi dans le mamad ou ceux qui sont autour de moi. Donc, vous comprenez que non seulement il vous déchoque, mais il vous fait basculer en quelques minutes d'un statut de victime à un retour à un fonctionnement normal au point d'être vous-même un secouriste. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui favorise la résilience dès l'urgence et non pas plus tard. Donc, tout ce que je dis là, c'est une méthode d'urgence. Le protocole n'est pas une thérapie. Il est à utiliser quand tout ce que vous faites habituellement pour réguler votre anxiété ne fonctionne pas. Et lorsque vous percevez que vous perdez totalement vos moyens. On peut le faire sur soi et on peut le faire sur les autres. Sauf dans certains cas, si vous fumez ou si vous prenez enfin, si vous fumez des drogues, si vous êtes en état d'ébriété ou psychotique, donc sous traitement. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a des questions? Je prends un instant pour regarder votre chat. Merci, docteur Aliwa. C'est quoi les 6 étapes? Je ne sais pas si rapidement, est-ce Alors, qu'en 2, 3 bien minutes, sûr, tu c'est pourrais important. Vous avez raison, c'est important. Il faut qu'on voit les 6 étapes. J'y viens. C'est un peu ce que je cherchais exactement. continuer à poser des questions en attendant? Je vois qu'il y a des réactions. On vous donnera OK. le micro après. Alors, voici les 6 étapes. 6 étapes dont il ne faut négliger aucune. Et c'est ça qui est important. C'est que vous allez vous rendre compte que vous-même, peut-être, vous avez mis, parce que on a tous des ressources internes, hein, 80% d'entre nous dans le monde allons connaître des situations traumatogènes, c'est-à-dire susceptibles de nous traumatiser. Heureusement, seulement, entre guillemets, 15 à 20% d'entre nous allons développer des pathologies anxiogènes comme le PTSD, le trouble de stress post-trauma. Et donc, il faut prendre en charge soi-même ou quelqu'un en quelques minutes avec ces 6 étapes. La première, c'est ce qu'on appelle le commitment. On pourrait dire en français la connexion. C'est un petit peu comme aujourd'hui. On est seul, mais on est ensemble. Eh bien, c'est ce que vous allez dire à la personne qui est avec vous. Parce que quand on est face à la menace de mort, l'expérience israélienne a montré, et les autres aussi d'ailleurs, et la littérature scientifique a bien montré que qu'on soit dans une unité ou dans un mamad tous ensemble,
Eh bien, quand on sent que la mort est proche, on se sent vraiment seul. Seul face à quoi? Face à la menace de mort. Et qu'à ce moment-là, les seuls mots qu'on a vraiment besoin d'entendre, c'est quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et qui vous dise, regarde-moi, je suis Emma, je suis là pour toi, tu n'es pas seul, je n'irai nulle part, on va gérer ça ensemble. Ensuite, vous allez passer à la communication-cognition. Ces deux étapes-là peuvent ne faire qu'une. Concrètement, ça veut dire, je pose trois questions cognitives ouvertes. Qu'est-ce que c'est des questions cognitives ouvertes? C'est exactement l'inverse de ce qu'on peut faire en urgence. En urgence, on a tendance à dire, ça va aller, ne t'inquiète pas, tu veux un verre d'eau, tu veux t'asseoir, viens ma chérie dans mes bras, etc. Toutes ces manifestations de compassion qu'on a de façon très légitime sont à bannir en situation de crise aiguë parce qu'elles augmentent la perception du trauma. Pourquoi? Parce qu'elles s'adressent à la zone des émotions. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué très rapidement que la zone des émotions était schématiquement l'amygdale. Et que notre amygdale, justement, si nous perdons nos moyens et si nous avons des symptômes d'anxiété forts, c'est parce que notre amygdale est extrêmement active. Et donc, si je viens parler à mon amygdale dans le langage qui est le sien, c'est-à-dire le langage des émotions, qu'est-ce que je fais à votre avis? Je diminue son activité ou j'augmente son activité? Si vous m'avez suivi, vous comprendrez que je vais augmenter. Donc, en voulant bien faire, par gentillesse, par compassion normale, hein, qu'on a tous quand on voit quelqu'un en situation de détresse, il se trouve que cette posture-là est aggravante en situation de stress aigu. Donc, nous n'allons pas communiquer avec un langage émotionnel, jamais en situation d'urgence. Nous allons communiquer avec des questions cognitives qui visent à réactiver quoi? Non pas l'amygdale, mais le cortex préfrontal qui, à ce moment-là, n'est plus en capacité de raisonner. J'ai perdu mes moyens, la partie intelligente fonctionnelle de mon cerveau n'est plus en capacité de me dire ce que je dois faire, où j'ai mis les éléments de protection, est-ce que j'ai fermé le mamad correctement, bref. Les premiers gestes de secours, par exemple, physiques, je perds mes moyens, même en tant que professionnel de santé, pour les appliquer. Et bien, à ce moment-là, j'ai besoin soit de me le faire à moi, soit qu'en face de moi, et c'est pour ça que, évidemment, tout le monde devrait être formé au même titre que les premiers secours physiques, j'ai besoin qu'on me pose trois questions ouvertes, pas fermées. Qu'est-ce que c'est une question ouverte? C'est une question à laquelle la personne, vous-même, ne pouvez pas répondre par oui ou par non. C'est une question qui vous oblige à réfléchir. Donc, c'est une question comme qui, quoi, où, quand, comment, comment t'appelles-tu, combien de temps as-tu passé là, où alliez-vous, quel est ton numéro de téléphone, combien avez-vous de frères et sœurs, et non pas une question qui ressemblerait à est-ce que ça va? Oui, non. Est-ce que tu as besoin de moi? Oui, non. D'accord? En aucun cas une question fermée. Pourquoi? Parce que le langage du cortex préfrontal, je vous ai expliqué que le langage de l'amygdale, de la zone des émotions, c'était justement un langage émotionnel, la compassion, l'empathie, ça va aller. Mais le langage du cortex préfrontal, c'est tout à fait autre chose. C'est le langage que vous voyez avec les pompiers ou les secouristes. Madame, comment vous vous appelez? D'où venez-vous? Quel est votre numéro de téléphone? Quel est votre groupe sanguin? Combien de personnes étiez-vous? Où se trouve votre carte d'identité? Ce sont des questions très factuelles qui portent sur les quantités, les nombres, les détails techniques, les nombres, les choix, les noms. D'accord? C'est un petit peu comme un interrogatoire que ferait un policier lorsqu'il prend votre déposition. On ne vous demande en aucun cas ce que vous avez ressenti. On ne vous dit en aucun cas que ça va aller. On ne vous rassure pas. On vous pose trois questions cognitives ouvertes. Si la personne est capable de répondre à ces trois questions cognitives ouvertes, alors je peux continuer sur les trois autres stratégies. Et la stratégie de la continuité, le C de continuité, il est fondamental pour sortir la personne de sa confusion et pour éviter les phénomènes de flashback. On est très nombreux en Israël, bien avant le 7 octobre, à souffrir de PTSD. Et évidemment que les bombes, pardon, les missiles que nous recevons aujourd'hui ont réactivé les peurs de ceux qui ont vécu de plein fouet le 7 octobre. Et que ces phénomènes de flashback, on a aujourd'hui la capacité de réduire
leur impact. Ça se fait dans l'étape continuité. La continuité, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez fait les 3 étapes du commitment et je me suis connectée, je t'ai posé 3 questions cognitives, et bien à partir de là, je vais reprendre la chronologie des événements pour te sortir de ta confusion. La confusion spatio-temporelle, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, je suis confuse. Madame, comment vous appelez-vous? Madame, où sont les clés de la maison? Je ne sais plus. C'est cet état-là de confusion dans l'espace et dans le temps. Souvent, les gens ne sont pas capables de dire ce qui s'est passé ou de dire où ils sont. Et c'est dans cette étape-là que peut s'ancrer les phénomènes de flashback, parce que la mémoire s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée à quoi? Ben, à l'événement qui vous a fait craindre pour votre vie. Et nous devons absolument réinitialiser dans le cerveau que après cet événement de menace de mort, il y a une autre étape. Donc, on va dire aux gens, Madame, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous faisiez juste avant que vous n'entendiez l'impact du missile? Eh ben, j'étais dans le mamad et j'étais justement en train de regarder mon téléphone pour bien localiser où ça. Très bien. Et ensuite, Madame, ensuite j'ai entendu l'impact et j'ai été terrifiée. Et puis à ce moment-là, mon téléphone a sonné et ma meilleure amie a décidé de faire du 6C sur moi. Ok, Madame, maintenant la menace est finie. L'impact a eu lieu, vous êtes en sécurité et moi, je vais rester avec vous jusqu'à ce que ce soit fini. Je vais avoir besoin de vous. Vous n'êtes pas seul et vous allez me dire vous-même la chronologie des événements. J'ai entendu sonner la sirène. Je suis rentrée dans le mamad. J'ai contacté mes amis. Je sais que maintenant la menace est finie. Vous êtes en ligne avec moi pour, par exemple, pratiquer le 6C ou m'expliquer les démarches à suivre. Lorsque l'autorisation sera donnée, je vais sortir. Et voici ce que je vais faire. Et l'étape d'après, c'est le challenge et la continuité. Mais dans l'étape continuité, c'est le challenge et le contrôle, pardon. Mais dans l'étape continuité, n'oubliez jamais de dire à la personne, jamais, et ou à vous-même, que la menace est finie. Parce que si le cerveau n'entend pas que cette séquence-là est finie, il ne peut pas passer à l'avenir. Et comment on passe à l'avenir? Eh bien, en recrutant la personne qui a été choquée, en lui disant, étape challenge et contrôle, Madame, Valérie, Johan, j'ai besoin de toi. Voilà ce que tu vas faire en attendant que les secours arrivent. Vous allez lui donner quelque chose à faire qui soit calibré avec ses capacités du moment, mais qui soit absolument en lien avec l'événement. S'il y a un blessé physique, vous allez lui demander de prendre en charge un point de compression, par exemple, d'appeler les numéros de secours. Vous allez lui donner une tâche qu'elle est capable de réaliser. Et ça, c'est l'étape où s'enclenche la résilience dès l'urgence. Parce que quand on est arrivé au challenge et que la personne est en capacité de la faire et la réussit, puisqu'elle revient vous rendre compte ensuite avec le contrôle, vous avez fait basculer tout simplement quelqu'un qui était en état de choc à un retour à un fonctionnement normal, mais en plus, vous avez enclenché la résilience en elle, les mécanismes de résilience, parce qu'elle a été capable de faire ce que vous lui avez demandé. Et elle revient avec la perception de j'ai eu la peur de ma vie, j'ai cru que j'allais mourir, mais j'ai été aidant et efficace. Je regarde un instant si vous souhaitez poser des questions. Alors, il y a deux Oui. questions, deux personnes qui disent qu'ils sont seuls, en fait. Ils habitent tout seuls, et ils n'ont pas vraiment de personnes à côté. Quel conseil tu pourrais nous donner? Ok, ces personnes, quand vous dites que vous êtes seul dans le mamad, vous êtes seul dans la vie, vous êtes seul comment? Parce que comme vous le voyez aujourd'hui, on est seul mais ensemble, d'accord? Et donc, cette méthode-là, il faut vous l'approprier si vous êtes seul dans le mamad. Moi, depuis que je suis là, la plupart du temps, je suis seule dans le mamad. Eh bien, je vais prendre l'exemple sur moi, si vous voulez bien. Je vais vous dire ce que je fais et vous me direz si cette réponse vous convient. Sinon, je la réajusterai. Quand je vais dans le mamad, et que je sens que c'est Yafo, puisque je suis à Yafo, qui est particulièrement visé, eh bien, au moment où je sens que les intercepteurs sont déclenchés et que, comme vous tous, je me dis que soit je vais entendre l'intercepteur tomber, soit je vais entendre la chute du missile et peut-être plus rien du tout après, eh bien, je pense
je pense, moi, mais vous n'êtes pas obligé de choisir cela. Moi, je pense à mes enfants qui sont en France et je pense à des situations très précises de mes enfants. Des situations de l'enfance, des situations que j'ai dû à gérer à l'école, des situations, des bêtises qu'ils ont faites. Mais on peut aussi penser à quelles ont été les grandes étapes dans ma vie. Quels sont les noms de mes cousins et de mes cousines, quelles sont les dernières vacances où j'ai été. Et je pense à des choses qui sont cognitives, en aucun cas des émotions. Je pense à qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que j'ai fait, combien de temps ça a duré, etc. Et c'est ça qui est très aidant. Et en réalité, on se rend compte qu'en 90 secondes, notre émotion s'est régulée. Évidemment, si vous dites que vous êtes toute seule, vous avez aussi, et c'est extrêmement précieux, ce téléphone, et c'est pas pour rien que nous l'avons tous dans le mamad, c'est que lorsque nous écrivons sur notre téléphone ou lorsque nous le donnons à nos enfants ou à nos proches pour utiliser des jeux dessus, toutes ces, toutes ces, toutes ces façons de faire correspondent à de l'activation cognitive. Chaque fois que vous allez prier, chaque fois que vous allez chanter, chaque fois que vous allez écrire, chaque fois que vous allez faire un jeu sur votre téléphone, c'est de l'activation cognitive. Et cette activation cognitive va réguler l'hyperactivité de votre amygdale, donc de vos émotions. Donc, madame, si vous êtes seule dans un mamad et que vous aimez jouer aux échecs, au sudoku ou autre chose, c'est exactement ce qu'il faut faire à ce moment-là. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez qu'on est des millions dans ce cas. Vous savez que l'armée fait son job. Vous savez que vivre en Israël présente un risque. Et vous avez accepté de le prendre. Et c'est pour ça que vous y vivez. OK? Sur une échelle de 1 à 10, vous pouvez être à 10 dans vos émotions. Demandez-vous après la pratique du 6C ou simplement la pratique de votre jeu ou simplement d'avoir écrit euh, à vos familles, mais non pas en langage émotionnel, mais en partage de situations, en partage de faits, en par- pour, vous vous rendrez compte que ça va réguler votre émotion. Et c'est bien pour ça que dans les mamades, tous les centres de trauma d'Israël, qui ont été gérés par le professeur Farki, euh, ont mis des jeux, ont mis tout ce qui peut permettre de s'activer cognitivement. Donc ne négligez pas dans les mamades de mettre des jeux. Ne négligez pas d'écrire. Ne négligez pas de dessiner, ne négligez pas de prier. On a bien vu que le 7 octobre, les gens qui s'étaient activés, et malheureusement, ça a été filmé. Donc, maintenant, on a vu des gens faire le 6C le 7 octobre, hein. On a cette petite fille qui compte au plafond devant les terroristes qui ont tué dans le bunker son frère et ils sont par terre dans la cuisine. Et cette petite fille qui va s'adresser aux terroristes avant compte le nombre de dalles qu'il y a au plafond. Compter, ça fait partie de l'activation cognitive aussi. Alors, merci. Je reprends quand même la question parce qu'il y a quelqu'un qui nous écrit en privé, mais dit oui, mais je suis seul. Et si on est seul et vous perdez tous vos moyens, vous êtes transi de peur. Est-ce que tu as encore un conseil Oui, encore un peu à rajouter? oui. Alors vous avez raison. Il y a un cas dans lequel le 6C ne va pas fonctionner, c'est lorsque vous êtes en état de sidération. Dans l'état de sidération, on a besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je dis on est tous mais ensemble. Vous avez besoin de pouvoir contacter quelqu'un. Vous avez besoin au moins de pouvoir appuyer sur une touche pour enclencher un appel. Ça, généralement, on arrive à le faire. Mais la personne en face de vous doit comprendre qu'elle ne doit pas vous rassurer. Elle doit vous poser des questions, faire ouvertes et non pas fermées. Et très rapidement, vous allez reprendre vos moyens. Donc, si vous ne le faites, si vous, j'ai du mal à croire que vous n'avez pas un contact dans votre téléphone à qui appeler à ce moment-là. Il faut le faire. Vous pouvez même appeler Magen David Adom ou United Atsala, qui sont les premiers à avoir été formés au 6C. Ils vous prendront aussi en charge avec la méthode. Donc, vous appuyez juste sur un bouton et vous demandez à ce qu'on vous pose 3 questions ouvertes. Ou bien simplement, vous écrivez ce message-là et chaque fois que vous percevez dans votre mamad que vous perdez vos moyens de façon trop importante, vous appuyez sur le SMS qui part en disant rappelez-moi, posez-moi 3 questions ouvertes. Et vous pouvez même écrire les questions. Comment tu t'appelles? Combien tu es enfant? Depuis combien de temps tu es en Israël? Où es-tu né? Par exemple. Je précise donc, important ces questions, encore une fois, si quelqu'un m'appelle, c'est pas comment tu vas, qu'est-ce que tu ressens, là, j'ai tout faux. À l'inverse, Tout faux. c'est Tout où tu faux. étais, comment tu t'appelles, et quelle heure Absolument. est-il,
Exactement. Combien êtes-vous? Que vas-tu faire quand ce sera fini? Il faut toujours faire des ponts sur le futur. Toujours. Pour pas que le cerveau se bloque à cet instant-là. Il faut lui dire quand la menace est finie. L'idéal, ce serait que nous écrivions tous quand la menace est finie. C'est très bien quand le ministère nous envoie un message et qu'il dit vous pouvez sortir de vos mamades, l'alarme est finie. Il faut vous le dire à vous aussi. Maintenant, la menace est finie. Je vais continuer à vivre. D'ailleurs, la plupart des Israéliens spontanément, et en particulier à Tel Aviv, je le constate, hein, juste après la sirène, ils sont sur leur paddle à la plage. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que, alors évidemment, tout Israël n'est pas Tel Aviv, hein, on est d'accord, mais ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que il faut reprendre le mouvement, parce que la vie, c'est le mouvement. Et un encéphalogramme plat, c'est la mort. Donc, il faut absolument revenir dans votre routine. Donc, c'est fondamental, dès le mamad, de me dire qu'est-ce que je vais faire quand je vais sortir et de checker ce que je vais faire, d'avoir une to-do list, une liste de tâches à faire, mais pas dans l'émotionnel. D'accord? L'idéal, c'est de rester 6 heures. Alors, évidemment, en ce moment, c'est difficile parce qu'on nous laisse rarement 6 heures de répit, mais l'idéal, c'est de rester 6 heures dans un langage, si on a vraiment été très choqué, dans un langage cognitif et pas dans un langage émotionnel. Pourquoi 6 heures? Parce que quand on a eu une peur de mort, on a en nous, pendant 6 heures, des fortes doses de cortisol et d'adrénaline qui vont mettre à peu près 6 heures à s'évacuer. Seulement si quelqu'un vient nous activer émotionnellement, eh bien, je vais reprendre à nouveau une autre dose. Et je n'en aurai plus pour 6 heures de cortisol et d'adrénaline, mais pour 12 heures. Et cet état dans lequel je vais être, de stress aigu, euh, parce que mon système sympathique s'est activé face au danger, et c'est très bien qu'il se soit activé, mais il me met dans un état d'alerte permanent. Et quand la menace est finie, je n'ai plus besoin de rester en état d'alerte permanent pour faire face à la menace. Sauf que pendant 6 heures, je vais. Donc, ce que dit la méthode, c'est de toutes les façons, tu as pris une dose importante de cortisone et d'adrénaline, tu en as pour 6 heures. Eh bien, profite de cette ressource-là, hein, qui nous donne beaucoup de force, qui nous rend beaucoup plus fort psychologiquement et physiquement pour faire des choses. Active-toi, profite de ces ressources-là. En aucun cas ne reste passif. Il faut comprendre que la passivité renforce le sentiment d'impuissance. Le sentiment d'impuissance renforce le risque de développer un trouble de stress post-trauma et des pathologies anxiogènes. Deux questions. Passivité égale trauma, oui. Une question qui me vient à l'esprit, donc faire agir le côté cognitif. Est-ce que, par exemple, écouter une conférence ou lire un livre, ou est-ce que c'est cognitif ou c'est plutôt Alors, lire, c'est une bonne chose. Écoutez, si vous l'écoutez activement, c'est une bonne chose. Ce qu'il faudrait, c'est se poser. Ce qu'il faut, c'est une interaction. Euh, voilà. Donc, lire, c'est Ok. déjà mieux que de ne pas lire, évidemment. Ne buvez pas, encore une fois, quand vous êtes dans le mamad. Ne buvez pas si vous avez une grande peur, hein, si vraiment vous êtes dans un état qui n'est pas habituel, que vous n'arrivez pas à gérer. Ne buvez pas parce que quand vous allez boire, en situation de stress aigu, vous allez activer le nerf vague, qui est le seul nerf qui traverse tout notre corps et qui entoure surtout notre cœur. Et le job du nerf vague, c'est de ralentir notre rythme cardiaque. En situation de danger, tout notre corps a fait le contraire. Il nous a mobilisés pour faire face à la menace en fuyant ou en nous battant. Donc, en situation d'urgence, c'est absolument pas le moment de basculer dans un état de relaxation et de digestion. D'accord? Donc, on ne dit pas calme-toi et respire, mais on dit qu'as-tu fait, que vas-tu faire, combien de temps, etc. On peut chanter, hein, quand vous voyez quand il chante, c'est une très bonne démarche. Euh, on peut écrire, c'est une très bonne démarche aussi. D'accord? Les enfants Et dessinent et c'est très bien. il y a une question de Valérie qui dit si la personne n'est pas capable justement d'être dans l'action. Tout à l'heure, tu avais donné l'idée de mettre un pansement ou d'aller aider quelqu'un. Comment on fait ce déclic? Ce déclic, il se fait ça passe forcément par la connexion. Regarde-moi. Il faut qu'il y ait une connexion avec les yeux, ce qui n'est pas facile, mais le téléphone nous aide beaucoup. Donc, appelez la personne. Regarde-moi. Il faut qu'il y ait une connexion dans les yeux parce que les yeux déclenchent immédiatement une connexion cognitive au cortex préfrontal. Donc, vous devez avoir le regard des gens. Si vous faites du 6C et que la personne regarde à droite et à gauche, vous risquez de rater le protocole. Il faut qu'elle vous regarde dans les yeux. Et dans les yeux, il faut lui dire, je suis là pour toi, je vais aller nulle part. On va rester en ligne. Souvenez-vous qu'il y a une secouriste ou du Magen David Adom ou de Humanidad Salah, je ne sais plus, qui le 7 octobre est restée 17 heures avec deux enfants dans un placard. Et elle n'a fait que du 6C.
Et elle n'a à aucun moment rassuré ces deux enfants-là. Elle n'a fait que de la connexion, au point qu'elle est arrivée à faire sortir le petit garçon dont les parents étaient assassinés pour qu'il aille prendre dans son chargeur dans la cuisine alors qu'il entendait parler arabe. Donc vous imaginez que dans les situations les plus extrêmes, cette méthode-là a été éprouvée. Donc dans le Mamad, elle sera efficace. On me posait la question, combien prend tout ce temps-là? Tu as parlé de 90 secondes. Il y a quelqu'un qui nous Oui, dit, pendant combien de temps on doit poser des questions? normalement, c'est trois questions uniquement, d'accord? Trois questions ouvertes. Si la personne a réussi à répondre à ces trois questions ouvertes, on passe à l'étape d'après. Alors, ce qui s'est passé juste avant que tu rentres dans le mamad, qu'est-ce que tu as fait dans le mamad? Maintenant, la menace est finie. Qu'est-ce que tu vas faire dans les heures qui vont venir? Eh bien, très bien. Liste-moi tout ce que tu vas faire. Il faut que la personne acte que la menace est finie pour réduire les risques d'avoir des flashbacks le soir qui tapent à la porte ou lors de la prochaine alerte. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question? Je vais maintenant permettre d'ouvrir les micros dans quelques secondes. Ceux qui voudront intervenir euh, à l'oral, c'est le but d'être à votre écoute. Voilà. Ceux qui veulent, vous pouvez ouvrir votre micro et poser vos questions directement au docteur Aliwa. Je sais pas où est le chargeur. Oui, quelqu'un a posé une question pour la formation en me demandant où vous pouvez vous former. Si vous habitez en Israël, c'est l'équipe du protocole du professeur Farki qui gère. Et donc, vous vous connectez sur ICFR, le site de ICFR, c'est le Centre international de la résilience fonctionnelle, et vous envoyez un message en disant que vous souhaitez être formé par les équipes du professeur Farki, icfr.co.il. Si c'est en France, c'est sur le site du protocole 6C. Alors, de toute façon, vous tapez 6C sur Google, vous allez voir toutes les interviews télé, tous les liens, et vous allez forcément arriver sur le site, sur notre site. Vous pouvez ouvrir les micros, poser vos questions. Lui, si vous pouvez Oui, mettre sur le chat oui, Elie, je vais t'envoyer tout ça après. Je t'enverrai tout ça en privé par WhatsApp. Il y a Evelyne, en fait, qui dit finalement, j'ai pas compris. Tu parles de six étapes, mais elle dit en fait, il n'y en a que trois. En Oui, je réalité, comprends. ouais, est-ce que tu Alors, veux. alors, je vais peut-être revenir sur les étapes qui sont là. Voilà. En fait, dans la vidéo israélienne du ministère de la Santé que je vous ai montrée, pour des raisons pédagogiques de simplicité, quand on est en train de repasser, de préparer à manger, etc., 6 étapes, c'est compliqué à retenir. Donc, le ministère de la Santé a décidé de vous transmettre les informations via 4 étapes. Il n'en reste pas moins que la doctrine pure, c'est 6 étapes. Et donc, ces 4 étapes, c'est retenez simplement, je me connecte à l'autre. Je pose 3 questions ouvertes. Je rétablis l'ordre des événements et je dis que c'est fini. Et je le recrute pour qu'il fasse quelque chose en lien avec l'événement. Connexion, 3 questions ouvertes, remettre les événements dans l'ordre et la fin et recruter la personne. Comment je recrute la personne? Toujours avec cette phrase, j'ai besoin de toi, voilà ce que tu vas faire. Il n'y a pas de s'il te plaît, il n'y a pas de possibilité à ce qu'elle refuse. D'abord parce que vous avez fait le job efficacement, mais parce que vous avez le ton des instructions. C'est le ton de l'armée, c'est le ton des pompiers, c'est tu vas, j'ai besoin de toi, tu vas aller chercher mon chargeur et me le ramener tout de suite. Le commitment, Ok. ça va être ces phrases-là. Le commitment, si vous ratez le commitment, il y a peu de chances que le reste réussisse. Donc, attachez-vous à, à être efficace avec la première étape. En général, en Europe, c'est celle que tout le monde rate parce que les gens n'ont pas l'habitude de se regarder dans les yeux, surtout quand ce sont des étrangers dans la rue. Ça ne fait pas partie de la culture. En Israël, c'est variable. Donc, regardez la personne dans les yeux. Si elle ne vous regarde pas, dites-lui avec le ton que j'ai là, regarde-moi, regarde-moi, je m'appelle Emma, je suis là pour toi, je vais aller nulle part jusqu'à ce que tu sois en sécurité. Tu n'es pas seul. OK? Maintenant, comment tu t'appelles? Combien d'enfants tu as? Quel est ton numéro de téléphone? Il a répondu aux 3. Hop, je bascule à avant le mamad, pendant le mamad. Après le mamad, qu'est-ce que tu vas faire? La menace est finie. J'ai besoin de toi, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller chercher tu vas aller chercher un pansement israélien pour pouvoir, ou tu vas aller prendre de quoi ramasser tous les débris de vitres, etc.
Est-ce que ça répond à la Ok, on nous question pose des la quatre question. étapes? Merci. Merci. On nous pose la question, si dans l'enfance, on a vécu des moments traumatiques, peut-on faire quelque chose avec la méthode que tu proposes? Oui, alors, je crois que si on est israélien, on peut enlever le si. Dans l'enfance, on a vécu des choses. On a tous vécu, pour la plupart, des choses traumatiques quand on vit dans ce pays, de toutes les façons. Savoir qu'on a un PTSD, on ne le sait pas toujours, hein, parce que curieusement, c'est pas ce qui est le mieux traité en Israël, mais c'est pareil dans les autres pays. Euh, Votre question, c'est si on a des réminiscences d'un autre trauma, est-ce que je peux le faire? Oui, quand vous êtes par exemple en état de crise, quelle que soit votre crise, en état de crise d'anxiété, chaque fois que vous avez une crise, le 6C va vous servir à vous réguler et à redevenir efficace. Mais ce n'est pas une thérapie. La meilleure des thérapies pour l'instant qui fonctionne, qui donne plutôt des bons résultats, c'est le MDR. Et parfois, lorsque le MDR ne fonctionne pas, adressez-vous, parce qu'en fonction des sensibilités, ce qui vaut pour quelqu'un ne vaut pas forcément pour d'autres. Les thérapies canines peuvent très bien fonctionner aussi, l'équithérapie peut très bien fonctionner aussi, mais passez d'abord par la case EMDR pour la thérapie. Donc oui, le 6C marchera en situation de crise. Par exemple, quand vous êtes un psy et que vous êtes en consultation et que votre patient décompense complètement. Eh bien, plutôt que d'arrêter la consultation, vous allez réguler avec le 6C, ce qui va vous permettre de continuer la consultation et permettre de générer chez votre patient le sentiment qu'il a traversé ça. C'est pas la fin du monde. Il continue sa consultation et c'est là que les mécanismes de résilience, encore une fois, se mettent en action dès l'urgence. Merci pour cette précision. D'autres questions sur le chat ou vous pouvez ouvrir votre micro. Je vois que Valérie, tu Oui, as ouvert le micro. j'aimerais bien poser une question. Docteur, au niveau des personnes qui se trouvent en situation de freeze, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que le délai de toutes les étapes doit être plus long ou pas du tout? C'est une très bonne question. Alors, excusez-moi, je prends juste quelques instants parce que je ne vous vois plus et que j'ai beaucoup de mal à parler à quelqu'un. J'ai enlevé Euh, le PowerPoint. Tu peux fermer le PowerPoint chez toi. d'accord, je peux fermer. Et pourquoi ne vous vois-je pas? Voilà, ok, je pense que c'est là. Voilà, parfait, merci. Donc, oui, vous avez posé une très bonne question. La situation de freeze mérite d'insister. Ok. Et évidemment, si on est en freeze tout seul, eh bien, je n'ai pas de solution. Moi, ça m'est arrivé. Je suis arrivée à m'extirper en me posant des questions, mais j'avais encore la capacité de me poser des questions. Certains ne l'ont pas. D'accord? Et je pense qu'il faut mettre des stratégies en place. C'est pour ça que je dis que si vous êtes en situation de freeze, c'est-à-dire de sidération, c'est important, par exemple, de mettre un message sur votre mamad parce qu'on généralement, même en freeze, on finit par trouver la ressource pour appuyer et lancer le SMS qu'on a déjà écrit avant. Hier, rappelez-moi avec trois questions, par exemple. Mais Donc, le est-ce qu'il freeze faut, nécessite effectivement d'insister, notamment dans la connexion. Très souvent, il faut le répéter plusieurs fois. Regarde-moi, je suis là pour toi, je n'irai nulle part. Et à un moment donné, il faut le toucher. C'était ça votre question. À un oui, moment donné, il faut le toucher. Mais attention, on le prévient. ok. Ok, ma question c'était ça. Est-ce qu'il fallait surtout insister sur la connexion par rapport à une personne qui est en état de freeze? Ok. Oui, oui. Il faut insister. Et quand il est en freeze et qu'on a répété trois ou quatre fois le premier d'essai et que ça ne fonctionne pas, je dis ça, je dis, je ne sais pas si tu m'entends. Je vais prendre ta main et je vais la serrer. Si tu Ok. m'entends, serre en retour. Et là, on a toujours, jusqu'à présent, l'expérience a montré qu'on a toujours quelqu'un qui s'il n'arrive pas à parler parce que, Ok. effectivement, il arrive à faire ça. Mais pensez à lâcher la main immédiatement pour qu'elle Ok. ne se transforme pas en une main compassionnelle. Ok. תודה רבה. Autre question, vous pouvez prendre votre micro ou votre clavier. On a encore quelques minutes ensemble. Alors, s'il n'y a pas de question, je vais poser une question qui est... Tu as dû l'avoir souvent, cette question, parce que tu parles Si beaucoup j'ai du une côté question, cognitif. Alors, vas-y, Dani. Ça fait plaisir de t'entendre. Ça fait longtemps qu'on t'a pas j'ai eu. une question. Euh, ouais, moi aussi. En général, je vous entends pas en live, mais là, je suis à la maison. Euh, à quel moment boire alors? Parce que on a dit ne pas boire, ne pas activer le nerf vague. Oui, En vous général, on pouvez. arrive toujours avec une petite bouteille d'eau, un petit verre Oui, je d'eau pour sais. lequel on se sent mal et
Quand on fait ça en situation de crise aiguë, c'est aggravant parce que vous activez le nerf vague et vous favorisez la décompensation. La décompensation, c'est quoi? Ben, c'est que la personne va s'effondrer en larmes, va perdre ses moyens. D'accord? Et ce Oui, qu'il mais faut comprendre, à quel moment à faire quel moment, boire alors? quand la menace est finie et que la personne vous dit qu'elle est OK, hein, parce qu'ici, on dit rarement ça va bien, on dit on est OK. Et c'est très bien, c'est du cognitif. D'accord? Donc, quand la personne vous dit je suis OK, vérifiez avec trois questions. Tu es OK comment? Sur une échelle de 1 à 10. Bah, là, c'est OK, je suis à 10. OK, qu'est-ce que tu vas faire tout à l'heure? Ben, je vais aller faire des courses à l'épicerie du coin. OK, qu'est-ce que tu dois acheter? Vous vérifiez. Si elle a répondu à ces trois questions, c'est bon, elle peut boire son verre. Alors, il y a Merci. Yael qui nous dit, ouais, vas-y, Daniel. Ah, elle a dit merci. C'est super. En général, on console les gens, mais là, on parle du cognitif. Alors, justement, à propos de cette question, après, je laisse la parole à Hélène. À quel moment on redonne place aux sentiments? Parce que toi, tu es très cognitif, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, OK, là, c'est très israélien, quoi. C'est très Tarles, il faut tout de suite sortir, il faut tout de suite passer de victime à être actif, à être aidant. À quel moment on peut redonner place aux sentiments? Ça vient tout seul. Idéalement, après 6 heures. Mm. Idéalement. Donc le soir, quand on en reparle. Et d'ailleurs, c'est un bon moment pour essayer de remettre la chronologie pour tout le monde, hein, pour bien se rendre compte si tout le monde a bien la perception parce que la menace est finie, hein, parce que certains le vivent encore dans leur corps, parce que justement, ils sont restés en mode émotionnel pendant toute la journée, d'accord? Donc, bien sûr, vous pouvez, mais l'idéal, c'est d'attendre 6 heures. Voilà. Là, encore une fois, tout ce que je dis ne vaut que si les gens ont été dysfonctionnels. Hein. Si vous avez eu juste, entre guillemets, peur, comme vous avez peur depuis 10, 20 ans, vous gérez. Vous n'avez pas besoin du 6C, vous le gérez. Mais si vous avez eu une peur inhabituelle qui vous a fait perdre vos moyens, alors donnez-vous ces 6 heures-là pour rétablir la compassion et les câlins. Parce que ça va vous faire basculer dans un état qu'on appelle parasympathique, qui n'est pas le bon état à être pendant ces 6 heures. Ça fait régresser. Mm. Oui, en posture victimaire, et en Oui. posture d'enfant, passive. Merci. Et Hélène, c'est à toi la parole. Oui, je voulais simplement dire que je pensais que les émotions, quand vous parliez que la personne s'effondre en larmes, c'était pas libérateur. Ça permet pas aussi de se reconnecter d'une certaine manière. Pas en situation de stress aigu. Vous avez raison, Ah, plus tard, s'il y a besoin de consultation, bien sûr, si la personne en thérapie, 1000 fois oui, madame, mais pas en urgence. Parce qu'on a un système nerveux qui est divisé en deux modes de fonctionnement. Celui pour faire face à la menace et celui pour digérer et se relaxer. Quand je fais de l'hypnose, du yoga, du pilate, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle le parasympathique. Quand je fais de la cohérence cardiaque, et c'est très bien de le faire, mais jamais en urgence, c'est du parasympathique. Mais mon corps, lui, s'active en système sympathique quand je me sens menacée de mort. J'ai pas la main sur ça. Il s'active de façon autonome, hein. Ça s'appelle système nerveux autonome. Et là, il est mobilisé pour faire face à la menace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais recevoir du glucose pour que mes muscles soient plus forts, que mes bronches vont se dilater pour que je fuis. Ça veut dire que je ne vais pas avoir soif ni envie de faire pipi parce que ces organes-là sont mis en veille. Donc, ce geste compassionnel qu'on a pour être gentil, de tendre un verre d'eau, il est juste pour montrer qu'on prend soin de l'autre. Le problème, c'est que si la personne est en état de stress aigu, il va venir activer son nerf vague, qui va ralentir son cœur et va avoir un impact physiologique contre-productif et aggravant. merci beaucoup. C'est très intéressant. Bon, eh ben, tant Parce que mieux. j'ai peur en avion, j'active une respiration consciente. Ce n'est pas la bonne méthode. Non, je dis pas ça. Ce qui vous aide est la bonne méthode. Si c'est la bonne méthode et que si ça vous aide, il faut pas être dogmatique. Si ça marche, faites. Ne changez rien de ce que vous faites jusqu'à présent. Vous avez vécu sans le 6C. Si ça marche, ne changez pas. Le jour où tous vos outils, toutes vos clés ne marchent pas, pensez au 6C. Merci. C'est Est-ce comme qu'il si y a on avait d'autres... une boîte à outils, en fait. On utilise les outils et on n'est plus Bien sûr. dans. Enfin, c'est ça l'essentiel, en fait. Oui, bien sûr. C'est d'avoir des ressources, l'essentiel. On me pose la question de l'enregistrement, c'est des questions techniques.
L'enregistrement sera mis bien sûr sur le YouTube de Lille Mode, donc vous pourrez également nous suivre et diffuser l'enregistrement. D'autres questions sur le sujet, s'il vous plaît? Et pour les petits-enfants, par exemple, quand on se retrouve avec des petits-enfants dans le mamad, et que moi je vois mon petit-fils, il était en état de vraiment de choc, quoi. Oui, ok. Et Si vous... on fait la même chose? Alors, j'ai une vidéo qui dure 1 minute. On peut la passer? Ça va répondre peut-être à votre question. Si je peux avoir le Vas-y. partage d'écran. Ouais, tu Merci. peux. Refais le partage, refais le Partager. share screen. Oui. Faut que j'ouvre mon doc un instant. Pas la reine de la technique, hein. Hop. Alors, partager. Voilà. Je vais vous montrer 2 vidéos avant de finir qui vous seront utiles parce que ça rend concret les choses. Celle-ci pour répondre à la question des enfants qui a été tournée à Tel Haï, justement lors d'une sortie scolaire. Non, tu trouves? Oui, je ne suis pas très rapide, j'ai compris. Ouais, merci. Moi aussi, je Je ne comprends suis très pas la bien. reine de la technique, hein, je suis d'accord. Mais voilà, vous allez faire preuve de bienveillance. Bon, ben, elle n'y est pas, c'est réglé. Elle n'y est pas. Je vais vous montrer l'autre qui vous aidera aussi. On y va. C'est celle de l'armée, en fait, mais elle est très concrète. Je vais quand même répondre à la question de l'enfant. L'enfant, vous allez vous connecter à lui de la même façon. Vous allez lui dire, euh, alors, donnez-moi une réaction d'enfant concrète, parce que c'est difficile de travailler sans hypothèse En, concrète. en fait, il Qu'est-ce regarde qu'il les fait? gens comme ça, euh, le regard hagard, on lui dit, on l'appelle par son Oui, prénom et il reste comme ça, quoi. d'accord. Et bien, c'est exactement là qu'il faut mettre votre main sur son épaule Voilà, alors et après on le prend, comment il on fait un s'appelle? câlin. Comment il s'appelle? En fait, je suis tellement émue, c'est mon petit-fils et il s'appelle Benaya, Benaya. Eh ben, c'est très bien. Il faut vous entraîner à le faire à la maison avant de le faire sur Benaya. Parce que s'il sent votre émotion, vous ne serez pas une bonne secouriste. D'accord? Un C'est, secouriste ne c'est- pleure jamais. Un secouriste ne montre jamais ses émotions. ouais, Un secouriste fait attention à la taille de ses yeux. Hein, ouais, parce que la taille du blanc active immédiatement un ralentissement cardiaque. D'accord? Donc, on ne montre d'accord, pas qu'on a peur. OK? Donc, vous prenez votre enfant et vous vous entraînez. Vous lui dites, regarde, vous posez votre main là, regarde-moi. Qu'est-ce que tu faisais quand la sirène s'est déclenchée? Qu'est-ce que tu vas faire quand la sirène va être finie? Et posez-lui des questions sur les copains, sur l'école, sur les activités. OK? d'accord. La vie. Non, mais là, le petit, Oui, il a 3 ans, mais oui. euh, Alors, bon, il y avait les parents, donc ça allait, mais moi, j'étais plus en spectateur. Les parents l'ont tout de suite pris en charge et tout. rassurez. Mais Oui. moi, je me dis, si jamais un jour je suis avec le petit, là, je comprends bien qu'il ne faut pas d'émotion et j'ai énormément d'émotions. Donc, j'ai bien compris qu'il y a beaucoup de On en travail a à tous, faire. on en a tous. Ne croyez pas qu'on n'en a pas. Mais en Ouais, fait, ouais, il faut se demander, est-ce que je veux être gentil ou est-ce que je veux être efficace? Voilà, ouais, c'est ouais, je juste suis ça la d'accord. question. Et les Israéliens pensent D'accord. toujours efficacité. Donc, et c'est pour ça que ça marche. Vous aurez le temps Oui, d'être gentil après, vous lui ferez tous les câlins du oui, monde. oui, non, Mais c'est là, tout sûr. de suite, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'être activé parce que de toutes les façons, son système nerveux l'a activé et qu'il en a pour 6 heures. Donc, D'accord, profitez de ces ressources-là pour en faire quelque chose de bien, pour lui montrer qu'il peut traverser d'accord, ça efficacement d'accord. pendant le 7 octobre, par exemple, quand les enfants me disaient oui, mais je veux pas dormir loin de papa et loin de maman, je veux dormir Mhm. avec eux dans le même lit parce que s'ils rentrent encore, ok, mon grand, par où ils pourraient rentrer?
Bah, je sais pas. Ok, alors prends une grande feuille blanche. Tu vas être dorénavant le responsable de la sécurité de la maison. Tu vas nous faire un plan et tu vas dire comment toi tu penses que tu pourrais dessiner et sécuriser la maison au maximum. Et invente les choses les plus créatives que tu puisses imaginer Mhm. pour les issues. Et il reprenait, il se réappropriait la responsabilité et la perception. N'oubliez pas, on ne peut pas changer la menace de mort, on ne peut pas changer les missiles, on ne peut pas changer les incendies. Tout ce qu'on peut changer, c'est la perception que nous avons de la menace. Et il se trouve que c'est exactement cette perception qui provoque le PTSD. Toda Rabba. Avec plaisir. Alors, les Est-ce qu'il y a enfants, encore pour eu... finir sur les enfants, on enseigne le 6C dans les écoles en Israël, en particulier dans le sud, à partir de 7 ans. Parce que là, le cerveau est un peu plus mature. Avant, vous allez faire ce que vous pouvez. Mais quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, faites en sorte qu'il ne soit pas passif, qu'il soit actif. Et faites en sorte de ne pas avoir de langage émotionnel pendant la crise. Il se bouche les oreilles et se recroqueville. OK, mets-toi debout. Je lis. Il se bouche les oreilles, se recroqueville. OK. Johan, lève-toi. OK. Johan, tu vas me dire combien tu vois de carreaux dans le mamad. Ou Johan, tu vas commencer à compter en arrière. Des choses toutes simples. Ou Johan, tu prends ton téléphone et tu vas faire une partie avec moi. OK? D'ailleurs, vous ne dites pas OK comme je viens de le faire. Il doit le faire. OK? Maman a besoin de toi, mamie a besoin de toi. Prends ton téléphone, on va faire une partie. Moi, ça m'aide à me réguler, pas à me calmer, à me réguler. Merci beaucoup. S'il y a une dernière question pour terminer. Oui, peut-être. Bonjour, donc je suis Philippe, je Enchanté. vis en France. Ma question est que j'ai lu dans les publications des manuels que le fait de faire du débriefing était contre-productif par rapport à la prise en charge. Et je voulais savoir si dans la méthode 6C, il y avait une façon spécifique de faire du débriefing au bout d'un certain nombre d'heures, si j'ai bien compris, puisqu'il y a cette période de 6 heures que vous avez mentionnée. En fait, nous faisons ce qu'on appelle un débriefing opérationnel, en réalité. Ce qui permet, lorsqu'on est en groupe, une unité, une équipe, ce qui permet de nous assurer que chacun est bien revenu ici et maintenant, connecté, et ça nous permet aussi de collecter des informations. Donc, ce qu'on fait, c'est un débriefing façon 6C simplement, ce qui lui donne une tournure beaucoup plus opérationnelle, plus concrète, parce que le langage ne va pas être celui des émotions ou de la réassurance ou de l'empathie. On va rester très factuel. Mais effectivement, vous avez raison, on fait aussi un débriefing, voilà, en ayant réajusté ce qui se dit simplement. Merci beaucoup, docteur Merci. Aliwa, d'avoir participé, nous avoir donné du temps et surtout des outils concrets, comme on dit, Tarles, Super. pour nous aider dans ces moments de crise Oui, aiguë. c'était Et pas on c'était espère, pas très théorique, j'espère. ouais, on souhaite à tout le monde que du bien, qu'on n'ait pas à utiliser le système, mais qu'on soit toujours dans des moments calmes où on arrive à se réguler sans faire appel à ces outils tellement précieux. Merci On beaucoup peut d'avoir été trouver les présent. films sur YouTube. On peut trouver les Le films film sur sera sur YouTube. YouTube. Il sera sur Vous êtes, Non, mais le YouTube 2. les films qu'elle alors, voulait faire passer. Ah, oui, vous l'avez sur le site du protocole. Protocole 6C. Ok, Vous savez, 6 en lettres, ok, C. oui, ok, Vous, ok. vous l'avez Merci. aussi, des fois j'en parle aussi dans les interviews de CNews ou autres. Donc n'hésitez pas. Enfin, vraiment, en tapant mon nom et 6C, vous allez avoir. Et si ça suffit pas, vous m'écrivez. Ok. Ok, merci. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Restez actifs. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.